Bonjour à tous, bienvenue. Nous avons une toute nouvelle histoire à vous raconter. Alors, commençons. Je m'appelle Damien. Mon mariage avec Cassandra s'est terminé alors que nos jumelles, Natalia et Lily, étaient encore petites. Elles venaient d'avoir 2 ans et nous étions mariés depuis 4 ans. Ces 4 années m'ont paru interminables, alourdies par des disputes incessantes, des incompatibilités fondamentales et le sentiment grandissant d'avoir commis une erreur que nous étions tous deux trop obstinés pour admettre. Le divorce lui-même fut conflictuel au début. Nous nous disputions pour des broutilles. Mais lors de l'audience concernant la garde, un imprévu s'est produit. Cassandra a tout simplement cessé de se présenter. Elle a manqué la première audience. Son avocat a trouvé des excuses. Elle a raté la deuxième. Encore des excuses. À la 3e audience, son avocat s'est retiré du dossier. Cassandra n'a jamais contesté la garde de ses enfants. Elle n'a jamais déposé de demande de droit de visite. Elle a tout simplement disparu. J'ai obtenu la garde exclusive par défaut. Pas de garde partagée. Pas de week-end en alternance. Juste moi et mes 2 petites filles qui n'arrêtaient pas de demander quand maman allait revenir. Je leur ai dit que maman avait besoin de régler certaines choses et qu'elle serait absente pendant un certain temps. Ils pleuraient, et je les ai pris dans mes bras. Les 15 années qui suivirent furent les plus difficiles et les plus enrichissantes de ma vie. J'ai travaillé comme responsable des opérations dans une entreprise manufacturière à Durham, en Caroline du Nord. Le travail était suffisamment bien payé pour nous permettre de vivre, mais il était exigeant. De longues heures, parfois des gardes le week-end, et une résolution de problèmes constante. Je quittais le travail à 17h30, récupérais les filles à la garderie, rentrais à la maison, préparais le dîner, les aidais à faire leurs devoirs, leur donnais le bain, leur lisais des histoires avant de dormir, et m'écroulais de fatigue dans mon lit vers 23h. Puis, réveil à 6h et on recommence. J'ai manqué des événements professionnels à cause d'une pièce de théâtre à l'école. J'ai refusé des promotions qui auraient nécessité des déplacements, car je ne pouvais pas laisser les filles à une babysitter pendant plusieurs jours d'affilée. J'ai appris à faire des tresses en regardant des tutoriels sur YouTube à minuit, une fois les filles couchées. J'ai appris à cuisiner de vrais repas au lieu de me contenter de plats surgelés et de plats à emporter. Nous vivions dans une modeste maison de location de 2 chambres, dans une banlieue tranquille. Les filles partageaient une chambre, décorée de posters, de peluches et de tout ce que les enfants accumulent, tandis que j'avais l'autre. L'argent était rare, surtout au début. Je faisais durer chaque paie, je découpais des coupons de réduction, j'achetais des vêtements dans des dépôts-ventes, je refusais les camps d'été coûteux et les gadgets dernier cri de leurs amis. Mais nous avons réussi à nous en sortir. Ils avaient ce dont ils avaient besoin, de la nourriture, un abri, des fournitures scolaires, des fêtes d'anniversaire, des cadeaux de Noël. Peut-être pas tout ce qu'ils désiraient, mais suffisamment. Et ils ont réussi. Tous 2 étaient studieux, toujours en train de lire, toujours à poser des questions sur le fonctionnement des choses. Tous 2 ont obtenu de bonnes notes. C'étaient des enfants polis et bien dans leur peau, malgré l'absence de leur mère. J'éprouvais une fierté douce amère pour ce que j'avais réussi à leur offrir, stabilité, structure, amour, constance, tout ce que Cassandra n'avait pas pu leur donner. Je n'ai jamais dit de mal de leur mère, même si une partie de moi en avait envie. Quand ils me posaient des questions sur elle, ce qui se faisait de plus en plus rare au fil des ans, je leur disais simplement que parfois, on n'est pas prêt à être parent, et que ce n'était pas de leur faute. Je ne voulais pas qu'ils grandissent avec du ressentiment ou de la honte. 15 années passèrent ainsi. Ils allaient avoir 17 ans, obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires et discutaient de plusieurs universités où postuler. J'étais fier du chemin parcouru. Puis, un soir, début juin, mon téléphone a sonné, c'était un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'avais pris l'habitude de laisser les numéros inconnus aller sur ma messagerie vocale. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. La voix à l'autre bout du fil était étrangement familière. C'était mon ex-femme, Cassandra. Elle disait vouloir renouer avec ses filles, qu'elles étaient toujours ses enfants et qu'elle allait mieux maintenant. Elle m'a dit qu'elle s'était remariée, qu'elle avait trouvé une situation stable et qu'elle était prête à faire partie de leur vie. Je suis restée assise sur mon canapé, le téléphone collé à mon oreille,
sans savoir quoi répondre. Mon premier réflexe a été de les protéger. De lui dire non, qu'elle avait perdu ce droit en partant il y a 15 ans. Qu'elle n'avait pas à se présenter maintenant que le plus dur était passé, maintenant qu'ils étaient adultes et n'avaient plus besoin d'une surveillance constante. Mais je savais aussi que la décision ne m'appartenait pas entièrement. Ils étaient adultes, ou presque. Ils avaient le droit de connaître leur mère s'ils le souhaitaient. J'ai dit à Cassandra que j'y réfléchirais. Je ne me suis engagé à rien. J'ai dit que je devais d'abord en parler aux filles. Elle a accepté, m'a donné son numéro, et nous avons raccroché. Je suis resté assis là longtemps après, le regard dans le vide. Le soir même, j'ai raconté l'histoire aux filles. Ils étaient absorbés par leurs appareils dans le salon. Alors, avant de commencer, je leur ai demandé de les ranger car je devais leur parler de quelque chose d'important. Ils ont immédiatement paru inquiets. Je n'abordais que rarement les sujets sérieux, sauf si la situation était vraiment grave. Je leur ai dit que leur mère avait appelé et qu'elle souhaitait les rencontrer. Un silence complet s'installa dans la pièce. Leur visage exprimait un mélange de choc et de confusion. Puis les questions commencèrent à fuser. Où était-elle passée? Pourquoi maintenant? Que voulait-elle? Allait-elle bien? J'ai répondu du mieux que je pouvais, honnêtement. Je ne savais pas où elle était allée ni ce qu'elle avait fait. Je ne savais pas non plus pourquoi maintenant, précisément. Elle voulait renouer le contact. Oui, elle semblait aller bien. Je leur ai dit que la décision leur appartenait. Je ne les forcerais pas, dans un sens comme dans l'autre. Mais j'avais besoin de savoir ce qu'ils en pensaient. Ils se sont regardés. Un échange silencieux s'est instauré entre elles, comme seuls les frères et sœurs en partagent. Natalia a pris la parole la première. Elle a dit qu'elle était curieuse. Elle s'était toujours posé des questions sur Cassandra. Elle voulait au moins la rencontrer une fois. Lily acquiesça. Elle a dit qu'elle ressentait la même chose. Il y avait une douce nostalgie dans sa voix. Une petite fille qui espérait encore connaître sa mère. J'ai eu le cœur serré en l'entendant. Mais j'ai compris, me suis-je dit. On ne peut pas lutter contre la part de ses enfants qui veut encore aimer la personne qui nous a quittés. J'ai donc accepté d'organiser une rencontre. J'ai rappelé Cassandra le lendemain. Nous avions prévu quelque chose de décontracté, un déjeuner dans un restaurant neutre, public et sans pression. La réunion était fixée au samedi suivant. Le jour J, j'ai conduit les filles au restaurant. J'avais l'estomac noué pendant tout le trajet. Nous sommes arrivés quelques minutes en avance. Cassandra était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle avait changé depuis mes souvenirs. Plus âgée, évidemment. Mais aussi plus soignée. Cassandra se leva à notre approche. Elle sourit. Mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle semblait nerveuse. Elle serra les deux filles dans ses bras. Elles restèrent raides, enlacées, ne sachant que répondre. Puis nous nous sommes tous assis. La conversation était un peu gênante au début. Des questions superficielles sur l'école. Loisirs. Projet d'études supérieures. Cassandra leur a posé des questions sur leur vie. Comme quelqu'un qui essaie de rattraper une série télévisée dont il a manqué plusieurs saisons. Les filles étaient polies, mais hésitantes. Je suis restée plutôt silencieuse. J'observais simplement. À la fin du déjeuner, l'atmosphère s'était légèrement détendue. Cassandra a demandé aux filles si elles accepteraient de se revoir. Elles ont répondu par l'affirmative. Nous avons quitté le restaurant en prévoyant de nous revoir la semaine suivante. Au cours des semaines suivantes, les rencontres sont devenues plus fréquentes. Les filles recevaient des invitations à visiter leur maison. Elles revenaient de ces visites avec des histoires sur l'endroit. La piscine. Le home cinéma. La cuisine gastronomique. Ils évoquaient des choses que le mari de leur mère avait dites. Des voyages qu'il avait faits. Des gens qu'ils connaissaient. Puis ils ont commencé à revenir avec des objets. Des vêtements neufs. Des marques de créateurs que je n'avais jamais pu m'offrir. Des téléphones neufs. Des tablettes. Des baskets de marque. Je n'ai rien dit au début. Je me disais que Cassandra essayait simplement de rattraper le temps perdu, de leur montrer qu'elle tenait à eux. Mais j'ai commencé à remarquer d'autres changements aussi. Ils ont commencé à faire des comparaisons. De petites remarques qui ressemblaient à des pics. Même si ce n'était pas l'intention. Un soir, Lily a fait remarquer que la maison de Cassandra semblait plus libre. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle haussa les épaules et dit qu'il y avait simplement moins de règles là-bas.
Natalia fit remarquer combien c'était agréable d'avoir une piscine pour se détendre. Je lui rappelai qu'il y avait une très bonne piscine municipale à 5 minutes d'ici. Elle a levé les yeux au ciel. Un soir, j'ai surpris une conversation téléphonique entre Natalia et une amie. Elle était dans sa chambre, mais sa porte était entr'ouverte et les voix résonnaient dans notre petite maison. Elle parlait de ses candidatures universitaires. Elle disait que le mari de sa mère avait proposé son aide. Qu'il connaissait des gens dans plusieurs universités. Qu'il avait des relations qui pourraient faciliter les choses. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac en l'entendant. Mais je n'ai rien dit. Les visites chez Cassandra se sont allongées. Au début, il partait tout un après-midi. Puis une journée entière. Puis les week-ends. Parfois, il restait plusieurs jours en semaine. Je me retrouvais à dîner seul la plupart du temps. La maison me paraissait vide. J'ai essayé d'en parler avec eux à plusieurs reprises. Ils disaient que tout allait bien, qu'ils passaient simplement du temps avec leur mère. Ce que je confirmais. Je ne pouvais pas contester cela. Alors je ne l'ai pas fait. Mais la distance n'a cessé de croître. Ensuite, nous avons eu un problème de limite. Nous avions toujours eu des règles de base à la maison. Rien de draconien. Rien de plus normal pour des parents. Couvre-feu les soirs d'école. Prévenez-nous en cas de changement de programme. Le respect et la communication, notions élémentaires. Soudain, ces règles furent remises en question. Un vendredi soir. Natalia est rentrée 2 heures après le couvre-feu. Aucun appel. Aucun message. J'étais encore debout quand elle est entrée. L'air de rien. Je lui ai demandé où elle était passée. Elle a dit qu'elle était chez sa mère et qu'elle avait perdu la notion du temps. Je lui ai dit que ce n'était pas acceptable et qu'elle devait quand même prévenir en cas de retard. Elle soupira lourdement. Comme si j'étais déraisonnable. Lily, qui était descendue en entendant des voix, prit aussitôt la défense de Natalia. Elle m'a dit que j'étais possessive et que Natalia était adulte maintenant. J'ai essayé de rester calme en lui expliquant que ce n'était pas une question de contrôle. Il s'agissait de respect et de communication élémentaire. Du fait que nous vivions ensemble et que la courtoisie comptait. C'est à ce moment-là que les choses ont dégénéré. Natalia a prétendu que j'essayais simplement d'affirmer mon autorité parce que je me sentais menacé par l'influence du mari de leur mère. Je lui ai répondu que c'était absurde, que cela n'avait rien à voir avec leur mère ni avec son mari. Lily s'est emportée. Elle a dit que si je n'étais pas toujours aussi rigide, il ne préférerait peut-être pas aller chez maman. J'ai senti ma patience s'épuiser. Mais j'ai essayé de garder une voix calme. Je leur ai rappelé que je les avais élevés seuls pendant 15 ans. Que j'avais fait beaucoup de sacrifices pour m'assurer qu'ils allaient bien. Que je méritais un minimum de respect chez moi. C'est alors que Lily a dit, « Tu es juste jalouse parce que le mari de maman est un meilleur père que tu ne l'as jamais été. » Avant même que je puisse réagir, Natalia a enfoncé le clou. Nous lui avons déjà dit oui pour nous adopter. Il nous veut vraiment. Un silence complet s'en est suivi. Je suis resté là, à les fixer tous les deux, le visage impassible. J'ai eu l'impression que quelque chose en moi s'était complètement éteint. Il existe une douleur qui ne provoque pas de larmes. Ça vous vide de tout votre être. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendu ni n'ai relevé l'absurdité de leurs propos. Je me suis simplement retourné et suis allé dans ma chambre. J'ai refermé doucement la porte derrière moi et me suis assise sur le bord de mon lit, dans l'obscurité. 15 années de sacrifice à les faire passer avant tout, réduites à néant en une seule phrase. Je suis resté assis là, longtemps, abasourdi. Puis une autre idée m'est venue. Quelque chose dont elle n'était pas au courant. Des années auparavant, alors que les filles étaient encore jeunes, j'avais créé un fonds fiduciaire pour leur avenir. Ce n'était rien d'extravagant. Je ne pouvais pas me permettre d'épargner des sommes astronomiques. Mais chaque mois, je déposais ce que je pouvais. Parfois c'était 100 $. Parfois 50. Pendant les mois difficiles, c'était 20. Mais je n'ai jamais manqué un seul mois. En 15 ans, la somme avait considérablement augmenté. Suffisamment pour couvrir les frais de scolarité, de logement et de subsistance de mes 2 filles pendant leurs 4 années d'études supérieures. Ce n'était pas une fortune, mais c'était une somme importante. J'avais soigneusement structuré la fiducie avec mon avocat. Les fonds étaient spécifiquement destinés à leurs études et n'étaient accessibles que tant qu'ils restaient sous ma tutelle légale. La clause était claire. Si la garde ou la tutelle était transférée à un tiers, ou si l'enfant était adopté, la fiducie serait immédiatement annulée. L'argent me reviendrait alors en tant que constituant. J'avais agi ainsi délibérément, par mesure de protection.
Je n'avais jamais parlé de cette fiducie aux filles. Je voulais que ce soit une surprise à leur entrée à l'université. Une façon de leur faire comprendre que j'avais toujours pensé à leur avenir. Assise dans ma chambre plongée dans l'obscurité, je réalisais maintenant que leurs remarques sur l'adoption avaient des conséquences juridiques importantes. Si le mari de leur mère les adoptait, ma tutelle prendrait fin. Et le fonds fiduciaire serait automatiquement annulé. Je ne leur ai rien dit. Je ne suis pas retourné les voir en trombe pour leur avouer la vérité. Je suis resté assise à assimiler l'information. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Nous avions travaillé ensemble sur le divorce et l'accord de garde initiaux. Il m'avait aidé à créer le fonds fiduciaire il y a des années. Je lui ai expliqué la situation. Il a confirmé ce que je savais déjà. Si elles étaient adoptées, la fiducie serait annulée. Les fonds me seraient restitués. Les filles n'y auraient aucun droit. Je lui ai demandé de mettre à jour tous les documents concernés afin que cela soit clairement indiqué, histoire d'éviter toute ambiguïté. Il a dit qu'il s'en occuperait. Les jours suivants, l'atmosphère à la maison était insupportable. Les filles étaient visiblement mal à l'aise par rapport à leurs propos, mais leur fierté les empêchait de s'excuser. Elles m'évitaient, restant dans leur chambre ou passant encore plus de temps chez Cassandra. J'ai continué ma routine habituelle, mais j'étais émotionnellement détaché. J'étais déjà déconnecté intérieurement. Puis, un dimanche après-midi, Cassandra a appelé. Elle a dit que les filles avaient décidé de venir vivre définitivement avec elle et son mari. Que ce serait mieux pour tout le monde. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas cherché à les convaincre de rester. J'ai simplement dit d'accord. Elle a semblé surprise par ma facilité à accepter. Elle s'attendait sans doute à de la résistance, voire à une altercation. N'en rencontrant aucune, elle mit rapidement fin à l'appel. Cette semaine-là, les filles firent leurs valises. Je les observais depuis l'embrasure de la porte tandis qu'ils remplissaient des cartons de vêtements, de livres, d'appareils électroniques, de tous les objets accumulés durant leur enfance et leur adolescence. Ils vidaient leurs placards, arrachaient les posters des murs et rangeaient les peluches qu'ils avaient conservées sur les étagères, même s'ils étaient trop grands pour elles. Ils m'évitaient presque totalement pendant tout ce temps. Les rares fois où ils l'ont fait, j'ai perçu un certain malaise, voire une incertitude. Mais ils n'ont pas cessé de faire leurs valises. Une fois terminé, Cassandra est venue les chercher avec le gros SUV de son mari. Ils restèrent plantés là, mal à l'aise, dans l'entrée. Natalia ouvrit la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, puis la referma. Lily baissa les yeux. Je pris la parole la première, d'une voix calme et posée. Je leur dis que je les aimais. Je l'aurais toujours fait, quoi qu'il arrive. J'espérais qu'ils seraient heureux. Natalia a marmonné quelque chose qui ressemblait peut-être à un merci ou à un au revoir. Lily se contenta d'acquiescer. Ses yeux s'embuèrent soudain. Puis ils partirent. Je suis resté sur le seuil, à regarder la voiture de Cassandra s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Puis j'ai refermé la porte, je suis rentré dans la maison désormais vide et je me suis assise sur le canapé, plongé dans un silence complet. La maison me paraissait immense sans elle. Leur absence se faisait cruellement sentir dans chaque pièce. Les chambres vides, les couloirs silencieux, la cuisine qui n'avait plus à s'adapter à des horaires multiples. La semaine suivante, j'ai pris des décisions. Il était inutile de garder une maison de 3 chambres dont je n'avais pas besoin. Le loyer était abordable, mais superflu pour une personne seule. J'ai donc donné mon préavis à mon propriétaire, l'informant de mon départ à la fin du bail, qui arrivait à échéance dans quelques semaines. J'ai commencé à chercher un appartement et j'ai trouvé un petit 2 pièces beaucoup plus près de mon travail. Il faisait moins de la moitié de la taille de la maison. Il était fonctionnel, abordable et largement suffisant pour mes besoins. J'ai passé mes week-ends à trier mes affaires, à décider quoi garder et quoi jeter. J'ai donné les meubles dont je n'avais pas besoin, les ensembles de chambres des filles, les chaises supplémentaires et les ustensiles de cuisine pour une famille plus nombreuse. Je n'ai gardé que l'essentiel. Le jour du déménagement, un seul voyage avec un petit camion de location a suffi. Le nouvel appartement était spartiate. Un lit, un canapé, une petite table à manger avec 2 chaises, le nécessaire de cuisine, mes vêtements et quelques livres. Voilà. Je n'ai accroché aucun tableau au mur, je n'ai acheté aucun objet de décoration. Ce n'était pas censé être chaleureux ou accueillant. Ce n'était qu'un endroit pour dormir et manger. Ma routine s'est simplifiée. Je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je préparais un repas simple pour une personne, je lisais ou regardais la télévision, et j'allais me coucher. Les week-ends étaient calmes, courses, salle de sport. Je n'ai pas contacté les filles.
Je ne les ai ni appelés ni contactés par SMS pour prendre de leurs nouvelles. Je n'ai pas demandé à Cassandra comment ils allaient. Je me contentais d'exister dans cette nouvelle vie, plus restreinte, que je m'étais construite. Je n'ai dit du mal d'eux à personne. Les quelques collègues qui savaient que j'avais des filles et qui m'ont posé des questions à leur sujet ont reçu des réponses simples. Elles vivaient maintenant avec leur mère, à ma connaissance, tout allait bien. Je n'ai pas donné plus de détails, je n'ai pas expliqué la situation ni exprimé la moindre amertume. Je me suis simplement effacé de leur quotidien, comme Cassandra l'avait fait 15 ans plus tôt. 3 mois s'écoulèrent ainsi. Ma vie avait retrouvé un certain équilibre. Le travail se passait bien. Mes dépenses ont chuté de façon spectaculaire, n'ayant plus 2 personnes à charge. Je n'étais ni heureux ni malheureux. Puis, un mardi après-midi, alors que j'étais au travail, mon téléphone a sonné. Le nom de Cassandra s'est affiché. J'ai hésité à répondre. Mais la curiosité a été la plus forte. Je suis sorti sur le parking et j'ai répondu. Il n'y a eu ni politesse ni bavardage. Elle a exigé de savoir quand j'allais payer les frais de scolarité des filles. Elle a dit que Natalia et Lily avaient été admises il y a des semaines et qu'il fallait régler une partie des frais immédiatement, sinon elles perdraient leur place. Je suis resté là, sur le parking, complètement déconcerté. Je lui ai dit que je n'en avais aucune idée. Personne ne m'avait informé des admissions à l'université. Elle a répondu que, bien sûr, ils avaient été admis. Les lettres d'admission étaient arrivées pendant l'été. J'ai demandé pourquoi personne ne m'en avait parlé. Elle a répondu qu'il n'était pas tenu de me le dire. J'aurais dû me tenir au courant de la vie de ma fille. J'ai ressenti une pointe de colère, mais j'ai gardé mon calme. Je leur ai fait remarquer qu'elles avaient déménagé, choisi de vivre avec elle et son mari, et qu'elles avaient coupé les ponts avec moi. J'ai respecté leur choix en ne m'immisçant pas là où je n'étais pas souhaité. Elle a complètement ignoré cela et a continué à parler des paiements nécessaires. Les sommes n'étaient pas vraiment importantes. Je l'ai interrompue. J'ai simplement dit, puisque les filles ont choisi de vivre chez vous et votre mari, et puisque Natalia a mentionné que votre mari allait s'occuper de leur dossier d'admission à l'université et qu'il avait des contacts, je supposais qu'il gérerait également les aspects financiers. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Cassandra devint plus agressive. Elle m'a dit que j'étais mesquine et vindicative, que je punissais les filles parce qu'elles souhaitaient avoir une relation avec leur mère. On m'a dit que j'étais un piètre père si je les abandonnais financièrement par dépit. Je suis resté calme. Je lui ai dit que je n'abandonnais personne. Ils avaient choisi où ils voulaient vivre et qui ils souhaitaient comme figure parentale. Ces choix avaient des conséquences naturelles. Alors qu'elle devenait insultante et que son ton s'envenimait, devenant de plus en plus hostile, j'ai mis fin à l'appel en plein milieu d'une phrase. Je suis resté un instant immobile, puis je suis rentré pour terminer mon travail. Le soir venu, chez moi, j'ai repensé à cet appel. Une partie de moi se sentait soulagée. Ils avaient choisi le mari de leur mère pour sa richesse et ses relations, m'avaient jugé indigne, et maintenant ils découvraient que l'argent et les promesses ne valaient pas un véritable engagement. Mais une autre partie de moi était simplement triste. Ils laissaient passer des opportunités. Les admissions universitaires ne sont pas différées, même si la situation a été mal évaluée. Malgré cela, je n'ai pas pris contact avec eux. Leur décision était prise. Voilà la conséquence. Après cet appel, plus rien. Aucun message des filles. Aucun appel. Rien. 5 mois se sont écoulés ainsi. Je me suis davantage enfoncé dans ma vie paisible. J'ai commencé à lire plus sérieusement, m'attaquant enfin aux livres que j'avais toujours eu l'intention de lire, mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. J'ai trouvé une étrange paix dans cette simplicité. Je n'avais plus l'impression de constamment décevoir quelqu'un. Certains soirs, je pensais à Natalia et Lily. Je me demandais ce qu'elles devenaient. S'ils étaient heureux chez Cassandra. S'ils pensaient parfois à moi. Mais je n'ai pas donné suite à ces pensées. Je n'ai pas décroché le téléphone. Je ne suis pas passé devant chez Cassandra. J'ai simplement laissé la distance s'installer. Puis, un soir, plusieurs mois après l'appel de Cassandra, j'étais rentré du travail en train de préparer le dîner quand mon téléphone a vibré. Un SMS. C'était du numéro de Lily. Le message était long, plusieurs paragraphes. Je me suis installé sur mon canapé pour le lire attentivement. Cela commençait par des excuses. Ils regrettaient leur manque de clairvoyance. Je suis désolé pour leurs propos. Je suis désolé de la façon dont ils m'ont traité. Puis, le texte expliquait ce qui s'était passé après leur emménagement chez leur mère et son mari. D'après le message, les premières semaines avaient été merveilleuses.
Ils avaient apprécié la nouveauté d'un luxe, la piscine. Les chambres sont agréables. Les repas sont chers. Et l'absence de règles. Mais tout a basculé à la réception des lettres d'admission à l'université. Le mari de leur mère avait fait de grandes promesses, affirmant qu'il prendrait tout en charge et qu'il était prêt à investir dans leur avenir. Mais au moment du paiement, son attitude a complètement changé. Il a commencé à faire des remarques sur le coût exorbitant des études supérieures. Sur le fait qu'il subvenait déjà aux besoins de Cassandra et à son train de vie. Sur le fait qu'il n'avait pas signé pour payer les enfants d'un autre homme. Les commentaires devenaient plus fréquents et plus acerbes. Il faisait des remarques sur les profiteurs, sur ceux qui attendaient l'aumône. Il leur a parlé de leur place. Il ne l'a jamais dit directement à Natalia et Lily, mais il l'a dit assez fort pour qu'elles l'entendent et comprennent clairement de qui il parlait. Les dates limites de paiement des frais de scolarité sont passées. Mais il n'a jamais payé. Leurs places ont été attribuées à quelqu'un d'autre sur la liste d'attente. Les deux jeunes filles avaient perdu leur place à l'université. Le message expliquait ensuite qu'elles avaient tenté de parler en privé avec Cassandra du comportement de son mari, mais qu'elle s'était mal défendue. Elle disait que son mari était très stressé par son travail. Qu'il était bien intentionné, mais simplement débordé. Avec le temps, ils ont réalisé que Cassandra n'avait aucune influence réelle sur son mari. Elle était financièrement dépendante de lui. La maison lui appartenait. Les voitures lui appartenaient. Son mode de vie était entièrement à sa discrétion. Elle ne pouvait ou ne voulait pas s'opposer à lui pour les défendre. Le message décrivait comment ils avaient commencé à se sentir de plus en plus indésirables dans la maison. L'atmosphère devint hostile. Ils se sentaient comme des intrus plutôt que comme des membres de la famille. Le message se terminait par une demande directe. Pourrait-il rentrer à la maison? Ils comprenaient que j'étais en colère contre eux. Ils savaient qu'ils m'avaient blessé et qu'ils avaient fait de mauvais choix. Mais ils voulaient revenir si je le leur permettais. Ils ont promis de tirer les leçons de leurs erreurs. Qu'ils comprenaient désormais ce qu'ils avaient eu et tenu pour acquis. Qu'ils feraient mieux. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai reposé mon téléphone. J'éprouvais un mélange complexe d'émotions. Un sentiment de revanche. J'avais vu juste concernant le vide qui se cachait derrière l'apparence brillante de la vie de leur mère. En partie de la tristesse. Ils avaient raté de vraies opportunités à cause de cela. J'étais partagé entre l'incertitude et la crainte. Devais-je les laisser revenir après leurs paroles? Seraient-ils vraiment différents? Ou auraient-ils simplement besoin de moi en attendant une meilleure opportunité? Je n'ai pas répondu ce soir-là. Ni le lendemain. Ou le lendemain. 4 jours s'écoulèrent avant que je n'appelle enfin Lily. Elle répondit à la première sonnerie. Sa voix était haletante et pleine d'espoir. J'ai gardé une voix calme mais distante. Je lui ai dit que j'avais reçu le message et que j'y avais réfléchi. Alors j'ai dit, je n'ai plus de place pour vous, les filles. Les choses ont changé ici. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. J'ai alors entendu des sanglots étouffés. J'ai poursuivi, expliquant que j'avais déménagé dans un logement plus petit après leur départ. Je vis maintenant dans un appartement d'une chambre. C'était prévu pour une personne, pas pour 3. Les pleurs redoublèrent. J'entendais Natalia en arrière-plan. 2 personnes, visiblement bouleversées, ont demandé s'ils pouvaient au moins venir les voir. S'il vous plaît. Ils voulaient simplement me voir, me parler en personne. J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non, garder mes distances. Mais une autre partie de moi, celle qui les avait élevés, qui les avait aimés envers et contre tout, ne pouvait pas vraiment refuser. Je leur ai dit qu'ils pouvaient passer ce week-end-là. Samedi après-midi. Ils m'ont remercié chaleureusement, les larmes aux yeux. Et nous avons mis fin à l'appel. Samedi est arrivé. À 2 heures, on frappa à la porte. J'ouvris et découvris Natalia et Lily. Elles semblaient abattues. Je me suis écarté et les ai laissées entrer. Ils sont entrés dans le petit appartement et j'ai observé leur visage tandis qu'ils découvraient les lieux. Ils se sont assis ensemble sur le canapé. Je me suis assise sur une chaise de la salle à manger, face à eux. Pendant un instant, personne ne parla. Puis Natalia prit la parole. Elle s'est excusée à nouveau, avec plus de sincérité que dans son message. Je pouvais lire la véritable tristesse et l'humiliation sur leur visage. Ils ont expliqué qu'ils avaient réalisé, bien trop tard, ce à quoi ils avaient renoncé. Ils s'étaient laissés séduire par le luxe et l'idée d'une vie plus facile, sans se rendre compte des sacrifices que j'avais consentis. Lorsqu'ils eurent fini de parler, je restai silencieux un instant avant de répondre. J'accusai réception de leurs excuses. Je leur ai dit que j'appréciais leur honnêteté quant à ce qui s'était passé.
Mais je leur ai aussi expliqué que la confiance, une fois brisée de cette manière, ne se rétablit pas automatiquement par de simples excuses. Leurs mots m'avaient profondément blessé. En réduisant 15 années de sacrifice à de la jalousie. En affirmant que quelqu'un qui les connaissait depuis des mois était un meilleur père que celui qui les avait élevés seuls depuis leur plus jeune âge. Ces mots les avaient blessés plus profondément qu'ils ne l'imaginaient. Et se remettre d'une telle blessure prend du temps. Ils acquiescèrent tous deux, résignés. Natalia ajouta qu'ils comprenaient avoir gravement endommagé leur relation. Qu'ils ne s'attendaient pas à un pardon immédiat. Lily a promis qu'ils regagneraient ma confiance, quel que soit le temps que cela prendrait. Qu'ils accepteraient toutes les règles et exigences que je fixerais. Qu'ils travailleraient pour subvenir à leurs besoins plutôt que de s'attendre à ce que je porte tout. Ils étaient sincères. Je voyais bien que cette fois, ils l'étaient vraiment. Mais j'avais changé moi aussi. Je n'étais plus la même personne qui avait toujours répondu à leurs moindres besoins et qui acceptait qu'on la prenne pour acquise. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ils m'ont expliqué que je ne prendrais pas cette décision en un après-midi. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient au moins rester en contact pendant que j'y réfléchissais, si nous pouvions nous parler au téléphone de temps en temps. J'ai accepté. Ils sont partis environ 1 heure plus tard. Ils m'ont tous deux serré dans leurs bras avant de partir. Je leur ai rendu leur étreinte, mais sans trop m'attarder. Après leur départ, je suis restée longtemps assise dans mon appartement à réfléchir. La semaine suivante, j'ai eu plusieurs conversations téléphoniques avec eux. Ils appelaient environ tous les 2 jours, sans jamais insister, juste pour parler. Ils m'ont raconté leur situation. Le mari de leur mère leur adressait à peine la parole. Leur mère, Cassandra, se retrouvait prise au piège et impuissante. L'adoption n'ayant jamais eu lieu légalement, il restait à ma charge. La fiducie était toujours valide. 2 semaines après leur visite chez moi, j'ai appelé Natalia et je lui ai dit que j'avais pris ma décision. Je leur ai dit qu'ils pouvaient revenir. Mais que cette fois-ci, les choses seraient différentes. Je commencerai par chercher un appartement de 2 chambres, assez grand pour 3 personnes. Ils devraient contribuer financièrement grâce à leurs emplois à temps partiel, pas des sommes importantes, mais suffisamment pour leur apprendre le sens des responsabilités. Leur projet d'études supérieures serait à revoir entièrement. Les règles seraient plus strictes qu'avant et non négociables. Communication, respect et participation aux tâches ménagères seraient de rigueur. Ils devraient s'y conformer sans rechigner, sinon ils devraient trouver un autre logement. Natalia a immédiatement accepté tout. Elle a mis le haut-parleur pour que Lily puisse entendre aussi. Et Lily a elle aussi approuvé avec enthousiasme. Je leur ai dit que je commencerais à chercher un appartement ce week-end-là et que je les tiendrais au courant. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai visité plusieurs logements. J'ai finalement trouvé un appartement correct de 2 chambres dans un complexe situé entre mon ancienne maison et mon petit appartement actuel. À peu près de la même taille que notre ancienne maison, mais plus récente et mieux entretenue. Les filles m'ont aidé à emménager une fois le bail signé. Nous nous sommes installés petit à petit dans notre nouvelle maison. Ils ont tenu leurs promesses concernant les emplois à temps partiel et ont participé aux courses et aux factures chaque mois. Ils ont respecté le règlement intérieur sans se plaindre. Ils rentraient à l'heure, communiquaient leurs projets et faisaient leur part des tâches ménagères. Les dîners en famille redevinrent une habitude. Nous cuisinions ensemble et mangions à la petite table, en parlant de nos journées. Au début, les conversations étaient prudentes. Chacun faisait attention à ne pas dire de bêtises. Mais peu à peu, les choses se sont détendues. J'ai commencé à me renseigner avec eux sur les différentes options d'études supérieures. J'ai exploré les possibilités de bourses d'études, d'aides financières et de transferts vers des universités de 4 ans. Je ne leur ai toujours pas parlé du fonds fiduciaire. Je voulais d'abord constater un changement durable. Je voulais savoir si ce n'était pas un comportement passager, en attendant d'obtenir ce dont j'avais besoin. Les mois passèrent. Les changements persistèrent. Il y a eu de bons moments. Il y a eu aussi des moments difficiles. Mais nous les avons surmontés. Ils m'ont remercié de leur avoir donné une autre chance. De ne pas avoir tout abandonné alors que nous l'aurions mérité. D'être resté là. Alors je leur ai dit quelque chose que j'attendais de leur dire. Je leur ai expliqué qu'il y a des années, quand ils étaient petits, j'avais commencé à économiser spécialement pour leurs études supérieures. Que j'avais mis de côté ce que je pouvais chaque mois pendant 15 ans. Qu'elles s'étaient transformées en un fonds fiduciaire conséquent. Suffisamment pour couvrir leurs frais de scolarité, de logement et autres dépenses pendant leurs 4 années d'études. Ils me fixèrent, d'abord perplexes.
Je leur ai expliqué que la fiducie avait été établie de manière à rester valable uniquement tant qu'ils étaient sous ma tutelle légale. Que s'ils avaient réellement été adoptés, comme ils l'avaient prétendu, la fiducie aurait été annulée. La compréhension s'est peu à peu dessinée sur leur visage. Natalia a demandé si la fiducie était toujours valide, si elle existait encore. J'ai répondu oui. Parce que l'adoption n'avait jamais eu lieu. Parce que, légalement, elles resteraient toujours mes filles. Elles étaient toutes deux sous le choc, réalisant à quel point elles avaient failli perdre quelque chose dont elles ignoraient même l'existence. Je leur ai dit que l'argent leur était destiné pour leurs études supérieures. Mais il y aurait des conditions. Ils devraient notamment maintenir de bonnes notes. Ils devraient continuer à travailler à temps partiel pour comprendre la valeur de l'argent. Ils devraient faire des choix judicieux concernant leurs études, leur spécialisation et leur avenir. Ils l'ont promis. Durant cette période, j'ai souvent réfléchi à ce que j'en avais appris. J'ai compris que parfois, la meilleure chose à faire est de laisser les gens assumer les conséquences naturelles de leurs choix. Les protéger de ces conséquences ne les aide pas à grandir. Cela ne fait que retarder l'apprentissage. J'ai compris qu'on ne peut pas faire apprécier ce que quelqu'un possède en lui disant de l'apprécier. Il faut d'abord qu'il le perde et qu'il en ressente le manque. C'est seulement à ce moment-là qu'ils comprennent la valeur des choses. J'ai appris que le pardon est complexe. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé ni de faire comme si cela n'avait pas fait mal. Il s'agit de décider de ne pas laisser cette douleur définir qui vous deviendrez. Il s'agit de choisir de garder son cœur ouvert, même brisé. Mes filles ont dû partir pour comprendre ce qu'elles avaient. Ils ont dû courir après quelque chose qui paraissait meilleur pour se rendre compte que c'était vide. Ils ont dû me perdre pour comprendre ce que j'avais toujours représenté pour eux. Merci d'avoir regardé.